Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, avant toute chose, je voudrais vous souhaiter une merveilleuse nouvelle année 2024. Alors, chez Delville Management, l'année 2023 a été marquée par le lancement de la Delville Academy. Donc, je suis très heureuse ce matin de démarrer notre 5e session de la Delville Academy. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, quelques mots sur Delville Management, pure player, créé en 2010 par Patrick Abadi. Nous sommes 55 collaborateurs. Nous sommes présents à Paris, à Lyon, à Lille, à Nantes, à Toulouse et à Munich. Nous avons impliqué en 2023 250 managers en mission. Et au sein de Delville Management, nous avons un club de décideurs, le club Delville, constitué d'experts qui se sont portés volontaires pour venir partager leurs expertises auprès de notre écosystème dont vous faites partie. Et c'est ainsi qu'est née donc la Delville Academy. Et nous avons donc le plaisir de recevoir ce matin Karine Vinardi, bien évidemment membre du Club Delville. Karine est exécutive VP et R&D et opérations chez Target. Elle est une industrielle expérimentée et elle intervient sur les transformations des business internationaux et des organisations complexes. Elle va nous parler ce matin des équipes multiculturelles avec la prise en compte de la diversité et l'activation des potentiels auprès d'équipes délocalisées. Pendant cette intervention, comme d'habitude, je vous propose de poser vos questions dans la partie Q&R, en bas ou en haut de votre écran, et nous y répondrons donc avec grand plaisir. Karine, je te laisse la parole. Merci Delphine. Bonjour à tous et meilleurs vœux encore une fois à tout le monde. Donc, je suis déjà intervenue une première fois, Delphine, sur un autre sujet, mais en fait, dans mes fonctions et au-delà de ces fonctions-là, j'ai des choses qui m'animent, c'est l'activation des leviers de performance dans les entreprises. Et il se trouve que la prise en compte de la dimension culturelle et la formation des équipes multiculturelles est un levier fort de performance, notamment dans les entreprises internationales. Donc, je vais partager avec vous à la fois mon expérience et aussi l'expérience et l'expertise que j'ai compilée, puisque sur ce sujet-là, j'avais écrit un livre. Alors, je ne suis pas consultante, mais j'avais voulu écrire un livre d'expérience. J'ai animé, j'ai managé et je manage toujours des équipes multiculturelles et délocalisées. J'ai pas mal de gens autour de moi avec lesquels on avait partagé des expériences, plus ou moins d'ailleurs réussies. Et donc, sur ce sujet-là, si certains veulent en savoir plus, j'avais mis pas mal de retours d'expérience dont certains, on va dire, slides aujourd'hui que je vais utiliser sont issus de ce livre. Je vais vous parler, alors je vais peut-être avant de parler on va dire, de l'expérience de ces équipes multiculturelles, je vais intervenir et je vais présenter deux choses. Comment on forme des équipes efficaces et qu'est-ce que la dimension culturelle. Donc, et je recombinerai les deux pour faire la différence et voir comment on active les potentiels d'une équipe multiculturelle. Donc, pour revenir sur comment on forme une équipe efficace, rien d'inventé de ma part, hein, je vous partage à la fois moi ce que j'ai vécu, ce que vous avez certainement vécu, mais ce que confirme aussi toute la partie académique et la science. Il y a 4 étapes clés de formation d'une équipe performante et efficace, si on exclut le fait de la fin d'une équipe en elle-même. Il y a le moment où l'équipe se forme, le moment où les gens, on va dire, se jaugent, apprennent à se connaître. En général, dans une équipe, c'est une étape où l'atmosphère est plutôt positive. Il peut y avoir quelques, on va dire, tensions, mais en règle générale, la formation d'une équipe est toujours un moment d'enthousiasme en règle générale. Vient une deuxième étape, là, on oublie qu'en général c'est normal, mais qui est l'étape de confrontation je dirais de tension. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on a compris qui étaient les uns les autres, il y a une forme d'apprendre, on va dire, à se positionner dans l'organisation et c'est pas encore une étape où la confiance existe. Donc c'était une étape on va dire, où la confrontation est normale, où en règle générale, la confrontation dérive vers le conflit, où il peut y avoir des tensions, plus ou moins exprimées selon le type on va le revoir, le type de culture dans lequel on est.
Mais règle générale, c'est une période où l'atmosphère peut être un peu tendue. Vient l'étape de normalisation. L'étape de normalisation, il commence à y avoir de la confiance, on commence à se connaître, on travaille ensemble, tout n'est pas encore réglé, mais l'atmosphère est plutôt positive avec encore quelques formes de tension et on atteint ce qu'on appelle une étape de performance proprement dit, quand on est capable d'avoir de la confrontation qui dégénère pas au conflit. Donc ça ne veut pas dire, pour des Français qu'on n'est pas capable d'avoir quelques coups de gueule, mais en général, les confrontations ne mènent pas à des tensions, mènent juste à ce qu'on appelle de la vraie confrontation d'idées, et c'est une étape dans laquelle la confiance est là. Donc c'est quelque chose, je pense, qui résonne dans ce que vous avez dû vivre les uns et les autres, mais c'était important de jeter le décor, parce que je vais en reparler, je vais reparler de ces étapes-là un peu plus loin. Une fois qu'on a dit ça, et on reverra, il y a un point évidemment au pivot, vous vous en doutez, c'est l'étape de normalisation. Quand on parle de culture, et là encore une fois, j'ai rien inventé, mais j'ai pris une définition qui est la plus simple possible et qui me semble pertinente dans le partage que je voulais avoir avec vous aujourd'hui. C'est la culture, c'est une programmation collective qui distingue les membres d'un groupe d'un autre. C'est assez simple Ah, comme définition de culture. C'est un des experts, un certain monsieur Hofstede, qui a énormément écrit. Vous retrouvez pas mal de choses accessibles sur le web. C'est un scientifique qui a écrit sur le sujet de la culture et des organisations. Donc c'est une programmation collective. Alors comment elle se dessine, cette programmation collective? Elle se dessine par un ensemble de valeurs, d'histoires, de comportements, de croyances, d'habitudes, de langues aussi. Il y a quelque chose qui est important à retenir quand on parle de culture, c'est qu'il y a une partie qui est visible, observable, tangible. Le problème, c'est qu'il y a une partie qui ne l'est pas et c'est surtout dans cette partie-là il peut y avoir potentiellement et que ça peut générer potentiellement, des soucis. Le dernier élément, c'est quand on parle de culture, on parle toujours de tendance. Il y a pas c'est pas quelque chose qui est binaire. Donc juste, une prise en compte un petit peu, faut toujours prendre un petit peu de recul. On va pas parler de choses extrêmement précises et factuelles, mais plus d'une tendance. Alors, quand on parle de culture, maintenant que j'ai un petit peu jeté on va dire les bases de ce qu'est une culture, il y a 3 types de culture dans une entreprise. Il y a la culture de métier. Vous êtes commercial, vous êtes comptable, vous êtes ingénieur, vous êtes opérateur, voilà, ça c'est votre métier et chaque métier a une culture propre. Vous voyez bien, il y a des comportements, il y a un vocabulaire, voilà, chaque métier a une culture propre. Il y a la culture de l'entreprise ou de l'organisation dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous travaillez pour une entreprise privée, une entreprise publique, une entreprise qui a 200 ans d'histoire, une entreprise qui en a 5, une start-up, une association? Donc vous vous doutez bien que, bah, suivant le type d'organisation et d'entreprise dans lesquelles vous évoluez, vous n'allez pas avoir le même type d'habitude, de comportement, de langage, voilà. Donc on a aussi une culture d'entreprise. Le troisième niveau de culture, c'est la culture de la région ou du pays. Alors je parle région ou pays parce que quand vous avez des pays comme l'Inde ou la Chine, ou même la Russie, la grandeur des pays fait qu'il peut y avoir des grosses disparités. Vous allez me dire aussi qu'il y a quelques différences culturelles entre un Marseillais et un Breton. Mais au demeurant, ben, plus le pays va être plus petit, plus les différences seront quand même, marginales. Alors, il y a des choses, qui sont quand même importantes à retenir quand on a dit ça, c'est que la culture qui est la plus influente, c'est la culture, du pays et de la région. Après, ce qui vient après, c'est la culture du métier et ce qui vient en dernier, c'est la culture de l'entreprise. Alors pourquoi? Parce que déjà, il y a des faits, 97 des personnes vivent dans le quartier, vivent dans le pays dans lequel ils sont nés. Donc il y a une influence énorme du système éducatif dans lequel vous avez, grandi et du lieu dans lequel vous vivez. Et pourquoi la culture de l'entreprise, est moins influente et tend à l'être de moins en moins? Déjà, les gens changent d'entreprise et en moyenne, si on prend la France par exemple, les gens changent en moyenne 5 fois d'entreprise. Et ce qui ne va pas aussi, dans le sens d'une culture d'entreprise impactante, c'est qu'il y a de moins en moins d'entreprises qui ont entre 100 et 200 ans d'histoire, donc qui ont construit une culture relativement forte. Alors, il y a quand même quelque chose à prendre en compte et qui est à la fois, et je pense que vous en avez, l'expérience ou alors, vous on va dire la science confirme aussi ce point-là, c'est pas seulement, une histoire, dans l'absolu, c'est une histoire de temps que vous allez passer.
C'est sûr que si vous faites le même métier, toute votre vie, si vous l'influence de votre métier, si vous êtes un ingénieur de R&D toute votre vie, l'influence de votre métier sera là relativement forte. Si vous travaillez dans la même entreprise toute votre vie, l'influence de la culture d'entreprise sur vous sera relativement forte. À contrario, je voulais donner un contre-exemple, parce que ça, c'est un contre-exemple qui est assez connu dans le monde de la multiculturalité. Certaines personnes ont l'impression que parce qu'ils sont expatriés, 4 ans ou 5 ans, ils connaissent le pays et ils sont, complètement multiculturels. C'est pas seulement le fait de vivre dans un pays ou de se déplacer régulièrement dans un pays qui fait de vous quelqu'un de multiculturel. Ce qui va faire de vous quelqu'un de multiculturel, c'est votre capacité à vous imprégner de la culture du pays en question. Il y a énormément d'exemples de gens qui sont capables d'aller vivre dans un pays pendant 4 ou 5 ans sans jamais apprendre la langue ou sans jamais, on va dire, faire en sorte de vivre avec les gens ou de s'imprégner de la culture locale. Donc c'est vraiment la valeur du temps aussi que vous allez passer, par exemple, dans un pays qui va faire en sorte que ce pays peut avoir une influence sur votre, façon de fonctionner. Une fois qu'on a dit ça, quand on va parler en entreprise, on y reviendra, il y a voilà, il y a différents types de connexions culturelles. Il y a la connexion culturelle que vous pouvez avoir avec quelqu'un qui est pas dans la même équipe que vous, voilà, ou par rapport à un client fournit une relation client-fournisseur. Vous allez avoir les équipes multiculturelles, c'est-à-dire vos collègues qui sont d'une culture différente de la vôtre, et il va y avoir une connexion culturelle liée à au fait que vous avez un positionnement hiérarchique. Vous êtes le manager ou vous êtes managé par quelqu'un d'une culture différente. Donc, on va aborder ces trois dimensions dans la performance. Alors, maintenant que j'ai partagé avec vous les bases de ce que je mettais derrière ces éléments-là, si on revient sur les étapes de formation, de la performance d'une entreprise, on va prendre déjà le premier cas d'une équipe monoculturelle. Qui est à retenir, c'est que, la performance se forme, sous forme d'une courbe, et au fur et à mesure alors évidemment, moi je vous ai mis des petites évolutions, c'est pas quelque chose qui se fait en ligne droite. Donc on va enlever ces petites évolutions pour essayer de faire une courbe telle qu'elle se représente dans la réalité. Donc en fait, il y a l'étape de formation, il y a l'étape évidemment, de confrontation, normalisation et de performance. Et le point pivot, comme je l'ai évoqué lors du premier slide, c'est l'étape de normalisation et le temps de développement, le temps pour arriver à un niveau de performance et c'est évidemment le temps qu'on va mettre pour arriver jusqu'à cette étape de normalisation. Il y a un fait, qui est important et que tous ceux qui ont animé ou évolué dans des équipes multiculturelles, ont en tête, c'est qu'il faut plus de temps il faut, plus de temps pour être plus efficace qu'une équipe monoculturelle. Alors pourquoi? Parce que, en fait, au début, avant l'étape de normalisation, en règle générale, on va être moins efficace. On va être moins efficace parce que plus vous mettez des gens différents dans une même équipe, plus ça va être compliqué pour eux de trouver un moment où ils se font confiance. Donc en fait, l'étape en général de confrontation peut être un peu plus compliquée. Donc jusqu'à l'étape de normalisation, en règle générale, une équipe multiculturelle est moins efficace, moins performante qu'une équipe monoculturelle. Elle le devient plus et c'est pour ça que c'est en règle générale, on a envie d'aller chercher et on a envie de mettre cette diversité et je vous parle de la multiculturalité au sens large, hein. On a envie de mettre de la diversité dans les équipes parce qu'on sait qu'on va pouvoir aller chercher cette performance additionnelle. Sauf que cette performance additionnelle, on est capable de la récupérer que si on dépasse cette étape de normalisation et de régulation. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut plus de temps pour développer des synergies. Il faut donc plus de temps pour être, plus efficace, qu'une équipe monoculturelle. Alors c'est ce qu'on retrouve dans la réalité d'ailleurs, parce qu'en fait vous avez, dans beaucoup de cas, dès que vous avez une crise ou dès que vous avez, quelque chose qui ne marche pas bien, une tendance à revenir sur du monoculturel. Pourquoi? Parce que naturellement, on va être dans les premières étapes, beaucoup plus naturellement, beaucoup plus efficace, dans ces premières étapes de vie d'une équipe. Si vous, je pense que c'est une question qui peut venir, donc je vais y répondre. Combien de temps en moyenne il faut, pour être plus efficace? Alors, ça peut varier en fonction et on y reviendra sur les actions qu'on peut mettre en place, mais d'expérience, et encore une fois avec les experts sur le sujet qui pourront, apporter des éléments scientifiques, il faut au minimum 2 à 3 ans
pour qu'on atteigne ce seuil, ce point pivot, et être plus efficace. Donc évidemment, si, vous animez ou vous êtes chef d'une entreprise, et que, vous faites tourner vos équipes tous les 2 ou 3 ans, il y a un vrai problème d'intégrer de la diversité, pour arriver à avoir des équipes, tout aussi efficaces. Donc c'est un sujet qui est quand même important parce qu'on le retrouve très souvent au cœur de problématiques dans les entreprises. Alors quelques éléments aussi, à avoir en tête, et ça rejoint un petit peu le diagramme d'avant, mais c'est une façon un petit peu différente de le présenter. C'est que les équipes multiculturelles, il y a pas de performance moyenne. En règle générale, beh, ça revient avec ce que je vous ai dit juste avant, c'est soit elles sont inefficaces, complètement très inefficaces, soit elles sont très efficaces. Pourquoi? Parce que si elles restent bloquées sur l'étape de confrontation, et on y reviendra tout à l'heure, c'est-à-dire que si elles n'arrivent pas à dépasser l'étape, parce qu'il y a des équipes qui arrivent jamais à dépasser et qui arrivent jamais à l'étape de normalisation, bah, les équipes multiculturelles, elles vont être très inefficaces. A contrario, si elles arrivent à dépasser cette étape de normalisation que j'ai évoquée juste avant, bah, il y a il y a une surperformance qu'on a vis-à-vis des équipes monoculturelles. Donc il y a des gens, qui ont travaillé sur ces sujets-là. Donc, il y a eu des analyses assez, précises qui ont été faites. Donc, je vous ai mis des références, des personnes qui ont travaillé sur ces problématiques-là. Mais c'est aussi quelque chose, si vous faites appel pour les gens qui en ont l'expérience à votre expérience, qui peuvent résonner. Et en fait, en règle générale, ce qu'on va aller chercher, c'est ce petit bout de verre qui va nous permettre d'être plus efficaces. Il y a un point et donc il y a un point qui va être charnière et on reviendra sur les actions, c'est comment justement on atteint cette phase de normalisation le plus rapidement possible pour aller chercher cette performance additionnelle. C'est précisément ce que je voulais partager avec vous, maintenant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, la première étape, c'est de se poser la bonne question sur les types d'interactions culturelles qu'on a. Si on est en interaction ponctuelle, c'est-à-dire si vous êtes en train de faire une négociation, avec un client, si vous avez une interaction avec quelqu'un qui n'a pas la même culture que vous, que 2-3 fois par an, par exemple, bah, vous avez tout intérêt à vous adapter en tout état de cause. Vous avez tout intérêt, par exemple, si vous cherchez à vendre quelque chose dans une relation client-fournisseur, vous avez tout intérêt à comprendre comment fonctionne votre client et fournisseur, donc quelqu'un d'une culture différente, pour pouvoir adapter votre approche à votre problématique. Plus les relations et plus les interactions, sont régulières, plus l'adaptation ne peut pas être, que d'une personne. Plus il sera nécessaire de créer des ponts, et d'ailleurs, si vous avez des interactions régulières avec un client ou avec, quelqu'un qui n'est pas forcément dans votre équipe, vous aurez tout intérêt de voir comment créer des ponts, c'est-à-dire que chacun fasse des efforts pour que la relation, soit pérenne et se passe le mieux possible. Alors une fois que j'ai dit ça, vous allez me dire: «C'est bien, mais comment on crée ces ponts?» Alors il y a des choses qui sont, pareilles, quand on prend une approche un peu empirico-déductive, il y a des choses qui se retrouvent bien, c'est l'application des 3 R. Il y a les 3 R, c'est quoi? C'est reconnaître les différences déjà, parce que pour créer un pont, il faut être capable de savoir, qu'est-ce qui nous diffère, de la personne avec laquelle on interagit ou de l'équipe avec laquelle on interagit. Respecter. Il y a un élément fondamental, quand on est dans une approche multiculturelle, c'est de se dire qu'il y a pas de bonne et de mauvaise culture. Et les gros problèmes dans la dimension, multiculturelle vient du fait qu'on a des préjugés et qu'on juge, donc un côté bon ou mauvais d'une autre culture. Et le troisième point, une fois qu'on a compris les différences et qu'on respecte le fait qu'on soit différent, c'est de créer des connexions. C'est d'arriver à activer les synergies, qui peuvent être activées, et il y en a beaucoup à créer, et qui sont comment on prend en compte les forces de chacun aux différents moments d'un projet ou dans différentes phases de plan d'action. On va y revenir. Si on si on revient sur, le petit graphique que j'avais partagé avec vous, qu'est-ce qui se passe quand, vous êtes dans une étape, avec des équipes, multiculturelles inefficaces? Vous êtes dans un cercle vicieux. En règle générale, il y a pas de prise de conscience des différences. Si on revient sur ce qu'on vient de se dire, il y a pas de prise de conscience des différences, pas de prise de conscience
des différences amènent souvent à des incompréhensions qui vont amener à des conflits. Donc la confrontation va générer des conflits et du conflit, on arrive à une inaction ou tout du moins à un manque d'efficacité des actions qu'on pourrait entreprendre. Donc quand on applique ces 3 R, on arrive à générer ce qu'on appelle un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on prend en compte les différences. La prise en compte de la différence permet, et ce qu'on vient de se dire avant, permet une compréhension de ces différences et à partir du moment où on comprend et on respecte les différences, on peut vraiment trouver des solutions et c'est parce qu'on est capable de trouver des solutions qu'on va pouvoir activer la performance en question. Donc un point important d'actions qu'il est possible d'entreprendre. Moi, ça fait 15 ans, un peu plus de 15 ans que je manage des équipes multiculturelles et ça marche très bien. C'est de faire plus de team building avant l'étape de normalisation, de régulation, de faire beaucoup plus de team building en équipe multiculturelle qu'en équipe monoculturelle. Alors, ça veut dire quoi faire un peu plus de team building? C'est faire en sorte de faire travailler des gens différents sur des projets ou des actions communes pour que les gens puissent avoir des choses concrètes sur lesquelles ils interagissent ensemble et qui délivrent dans l'entreprise, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point du team building un peu plus classique, c'est-à-dire d'utiliser, on va dire des animateurs ou d'utiliser, des gens qui vont vous aider à prendre du recul dans des situations de team building, qui peuvent être complètement différentes. Je vais en partager notamment une juste après. Plus de team building, plus de moments où l'équipe va pouvoir prendre, du recul. Il va falloir, être convaincu, si vous êtes, leader et manager, qu'il faut investir dans ce temps-là pour, aller activer les leviers d'efficacité. Alors, je voulais vous donner un exemple de team building, qui a été fait, que moi j'applique régulièrement. C'est d'utiliser, on va dire ce qu'on appelle les dimensions culturelles. C'est-à-dire les différentes dimensions qui permettent d'exprimer des différences. Là, vous en avez une à l'écran, c'est l'application des règles. L'application des règles, suivant la culture, et là, encore une fois, vous pourrez raisonner, différents niveaux de culture, mais on va prendre la culture du pays dans l'exemple qui nous est donné. Soit vous avez appliqué les règles de façon très stricte, sans exception, et il y a plein de cas dans lesquels ce sera nécessaire, quelle que soit la culture. Mais en tout cas, c'est un cas qui est nécessaire à l'application des règles strictes, c'est un cas qui est nécessaire pour avoir la discipline. À l'extrême opposé, vous avez, l'application des règles de façon flexible, c'est-à-dire ajustement au cas par cas. Alors, il y a des situations où les gens qui sont plutôt dans cette catégorie devront faire des efforts, ça on est tous d'accord, mais c'est quand même une façon d'appréhender les choses qui est aussi nécessaire pour être créatif et pour faire ce qu'on appelle très régulièrement think outside the box. C'est-à-dire avoir une démarche, qui permet d'innover et de penser au-delà des schémas qui sont acquis. Donc quand je vous disais: «Il y a bien pas de bon et de mauvais», c'était aussi pour, vous donner ce type d'exemple. Donc là, pour ceux qui sont un peu moins familiers, je voulais partager avec vous, et là encore une fois, ce sont des choses qui sont unanimement, admis, concernant un certain nombre de pays. Je vais vous laisser, 2 secondes pour vous dire où est-ce que vous placez la Suisse, sur ce schéma. Alors on n'a pas le temps de faire des petits quiz digitaux, mais voilà. La Suisse est plutôt un pays évidemment où l'application des règles, est relativement stricte et où on ne tolère pas trop les exceptions. Maintenant la France. La France se situe un petit peu au milieu, mais a plutôt une tendance à l'ajustement, des règles, mais à une position relativement médiane. Si maintenant je vous demande de positionner l'Allemagne, l'Allemagne se situe un peu plus, du côté de la Suisse, pas complètement au même niveau. Si je vous demande de positionner la Chine, elle, va être plutôt dans l'ajustement, des règles. Même exercice avec la Russie, qui va être encore un peu plus dans la partie ajustement. Les États-Unis sont, eux, un peu moins, que l'Allemagne. Donc à chaque fois aussi, on voit que dans ce type de dimension, tout est relatif, hein. Il suffit que vous soyez placé sur un curseur ou un autre, vous n'allez pas voir le pays ou un pays de la même façon. Et enfin, l'Angleterre. Je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer. Alors, vous pourriez faire aussi le même exercice, mais il y a moins d'éléments scientifiques sur des métiers. Mais en tout cas, je voulais partager avec vous un petit peu et évidemment, cet exercice-là, vous pouvez faire au travers de questionnaires ou d'auto-positionnement, votre position sur cette ligne et voir un petit peu, et pouvoir parler de ces différences-là au niveau des équipes.
Il existe des questionnaires assez simples pour évaluer comment vous vous situez. Alors, pareil, une première chose, c'est un élément de relativité, mais deuxième chose, c'est les tendances. Donc, si entre un Chinois et un Russe, suivant, par exemple, vu ils sont relativement proches, suivant comment vous allez, vous positionner, vous pouvez avoir des perceptions qui sont complètement différentes de ce que j'allais vous dire. Mais en tout cas, ça va vous donner des grandes lignes. Alors, l'exemple que je viens de vous donner, l'application des règles, il existe un certain nombre de dimensions culturelles que vous pouvez utiliser, par exemple, dans le cadre de team building. L'intérêt de ces dimensions culturelles, c'est que vous allez vous positionner, vous pouvez parler parce qu'en fait, c'est pas tant l'intérêt d'avoir des dimensions culturelles. Il y a 80 des dimensions culturelles qui sont communes, qui sont reconnues communément par les experts. Il y en a 20 qui varient suivant les experts. Ce qui est surtout intéressant, c'est de donner l'occasion, quand on fait du team building, de parler des différences et de se donner l'occasion, du coup, de se dire: «Ben, moi, je fonctionne comme ça» et de reconnaître les différences des uns et des autres. C'est ça l'élément le plus important que vous allez avoir quand vous utilisez ce genre d'outils. Moi, je vous donne l'exemple d'une carte de ce que j'avais fait, de ce que j'ai fait, pardon, dans mon entreprise aujourd'hui, avec mes équipes directes. Et donc ça, c'est la carte qu'on avait fait avec mes équipes. Donc vous voyez, par exemple, sur l'application des règles, qu'on avait des positionnements au niveau de l'équipe qui étaient complètement différents. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a parlé de ces différences et on se reconnaît dans ces différences, mais il y a plein de façons d'activer les synergies derrière. Alors au-delà du fait que, quelqu'un qui est plutôt flexible, il va falloir peut-être vous, en tant que manager, renforcer la façon dont vous vous assurez que la personne respecte les règles. Ça, c'est la partie la plus désagréable de l'exercice. La partie la plus agréable de l'exercice, c'est de te dire, les personnes dans un projet qui sont plutôt à gauche donc il y a une application et qui sont plutôt dans quelque chose applicatif, strict et qui ont une bonne discipline de travail, on va plutôt en avoir besoin dans l'exécution d'un projet, alors qu'on aura plutôt besoin d'activer les gens qui sont capables, de penser en dehors de la boîte. Ils vont être plutôt dans le profil de ceux qui sont sur la droite et on a, pour toutes les dimensions culturelles aussi, des choses un petit peu de la même nature qui peuvent nous amener à créer des synergies et puis il y a plein d'autres idées qui vont se trouver quand vous êtes en entreprise. Donc c'est vraiment cette prise de conscience et ce respect, on va dire, des différences, qui va vous permettre d'avoir un bon dialogue. Alors je vous parle d'un exemple comme ça, il peut y en avoir d'autres, mais je voulais partager avec vous des types de team building qui permettent aussi d'appréhender les choses. Et donc effectivement, moi je vous ai parlé des pays, mais l'influence, si vous êtes un ingénieur allemand versus un commercial italien, vous voyez qu'il peut y avoir des doubles influences sur votre profil et sur la façon dont vous allez avoir votre profil sur une dimension culturelle. Au-delà de faire du team building, donc la première personne qui doit engager cette étape de team building, c'est le manager, le leader de l'équipe. Je voulais faire partager avec vous une petite expérience aussi sur, comment on apprend à être manager, leader d'une équipe, multiculturelle, qui est en règle générale délocalisée. Alors, ce qui est mieux, c'est d'apprendre déjà, apprendre à manager dans votre propre culture et avec les gens qui sont autour de vous, ce qu'on appelle colocaliser. Une fois qu'on a fait ça, ajouter une dimension à l'exercice. C'est-à-dire idéalement et en règle générale, ce qui se passe, c'est que vous apprenez à manager en équipe monoculturelle et vous gérez des équipes virtuelles. Ce qui est plus rare parce qu'en règle générale, les équipes multiculturelles ont aussi, l'avantage ou le désavantage d'être délocalisées, virtuelles. C'est de passer dans un mode, je gère une équipe multiculturelle, mais qui est localisée au même endroit. C'est une deuxième possibilité. Donc et en tr après, une fois que vous avez ajouté cette dimension-là, c'est d'apprendre à gérer les équipes multiculturelles délocalisées. Il y a des gros problèmes. Alors, cette partie-là, je vous ai mis un petit peu ce qui se trouve le plus communément et ce qui est le plus simple. C'est pas forcément, et ça peut être, pas forcément ce que vous allez avoir à vivre dans la réalité, mais c'est en règle générale ce qui est le plus, communément, vécu par les leaders. Un point important, il y a énormément de cas, j'en ai un ou 2 qui sont partagés dans mon livre, de cas d'échecs, de gens qui se retrouvent en situation où on les fait passer directement pour certains qui avaient des gros postes, mais qui n'avaient pas forcément un poste de manager fort, on les fait passer directement d'un poste manager colocalisé à multiculturel délocalisé.
Et c'est vraiment un des plus sûrs cas pour être dans un cas d'échec. Alors, il y a de moins en moins, puisque les entreprises apprennent de mieux en mieux à être dans des organisations virtuelles, il y aura de moins en moins ce cas-là. Au demeurant, moi qui manage des organisations virtuelles depuis très longtemps et qui fait du télétravail depuis extrêmement longtemps, il ne faut pas confondre télétravail forcé, les gens qui ont été en télétravail forcé pendant le Covid, à un vrai mode d'équipe virtuelle qui fonctionne. Une équipe virtuelle, c'est une équipe qui se rencontre de temps en temps et qui doit se rencontrer pour de bonnes raisons et pour de bonnes choses à faire ensemble. Et c'est ça qui va être clé, notamment, et le deuxième point que je voulais évoquer, c'est que multiculturel, ça veut dire se voir souvent, notamment au début, mais pour des moments particuliers, et les outils de communication en dehors seront clés. Alors là, pareil, les choses ont changé depuis le Covid. Avant le Covid, c'était un peu moins vrai et il n'y avait pas forcément, des Teams ou des choses qui étaient aussi développées pour gérer des équipes délocalisées. Le troisième élément que je voulais partager avec vous, qui est peut-être un peu moins intuitif, et c'est mon avant-dernier slide, c'est le fait de dire que, quand vous êtes dans des équipes multiculturelles, le manager, avant l'étape de normalisation, il va devoir centraliser les choses un peu plus. C'est pas intuitif, mais c'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant l'étape de normalisation, les équipes n'ont pas encore créé confiance. Il va falloir s'assurer que les règles de fonctionnement de l'équipe sont connues, appliquées, qu'on les construise ensemble, et il va falloir s'assurer que, le cadre de travail prend du sens pour l'équipe, et il y a personne d'autre que le manager qui peut faire ça. Et ça peut être un petit peu un élément qui va être à expliquer quand on est manager, notamment quand on manage des équipes, anglo-saxonnes. Parce que si vous avez des Américains dans votre équipe, la centralisation, c'est pas tellement leur truc, ou si vous gérez des équipes, nordiques. Donc il va falloir expliquer pourquoi, en tant que leader, il faut un peu plus de centralisation au début, et que on va dire, cette centralisation va évoluer au fil du temps et au fil de la construction de l'équipe. Donc être un leader multiculturel, être un manager multiculturel, comme le reste, ça s'apprend. Le dernier point que je voulais partager en termes d'expérience, c'est qu'on parle beaucoup de la diversité, dans les entreprises, et c'est quoi, le passage de la diversité à l'inclusion? Parce que c'est en fait ce qu'on cherche vraiment, c'est l'inclusion. Bah, la diversité, c'est, prendre en compte des têtes différentes. C'est bien. Prendre en compte, s'assurer, qu'on a, des différentes nationalités, qu'on a, différentes, approches, différentes expériences, des femmes, des hommes, ça c'est le premier point. Mais en fait, si vous faites pas en sorte que les différentes têtes comptent, bah, vous n'allez pas délivrer l'image globale. En fait, la performance, elle n'intervient que si vous êtes capable d'activer ces différences. Et on parle de temps en temps, quand on parle de diversité et d'inclusion, on ne prend pas le temps d'expliquer simplement ces 2 notions-là, et ça me paraît fondamental. Et l'inclusion, c'est vraiment ce que j'ai évoqué avant, c'est d'être capable de dépasser ces étapes de normalisation et d'être capable de faire en sorte que les différences, pardon, puissent trouver des façons de se combiner et des synergies. Voilà, ce que je voulais en tout cas partager avec vous aujourd'hui. Je n'ai pas encore, vu s'il y avait, des questions, et je suis ravie, d'y répondre. Alors, pour l'instant, merci beaucoup, Karine. Pour l'instant, pas forcément de questions, mais avant ton intervention, nous évoquions la relation entre le lean, qui concerne ta dernière intervention, et ce dont tu parles aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors j'avais mis un slide en annexe pour répondre à cette question-là. Je ne l'avais pas forcément, mis parce que pour moi, il était moins dans la présentation. Je vais le laisser comme ça à l'écran. Est-ce que c'est visible? C'est bien visible pour tout le monde? C'est bon? Oui, la dernière fois que j'étais intervenue sur, la prise en compte de l'excellence opérationnelle, le Lean avec l'industrie 4.0. Et alors, si on prend, je vais revenir quand même parce qu'il ne faut pas que je le présente comme ça tout de suite. Si on prend les dimensions culturelles, et on va faire le lien avec l'excellence opérationnelle et ligne. Dans l'excellence opérationnelle et ligne, il y a le respect et le management des standards à tous les niveaux. Ça fait partie des besoins qu'on a quand on déploie ce type d'approche.
c'est des approches qui s'apprennent à la pratique. Ça fait partie aussi des fondamentaux du Lean et de l'excellence opérationnelle. Il faut, pour activer la performance, il faut être capable de travailler en équipe. Il y a beaucoup de choses et le mode de fonctionnement prioritaire en mode chantier, pour être efficace, mode chantier, mode projet, c'est de travailler en équipe. Et quand on parle de Lean et d'excellence opérationnelle, j'en ai parlé là aussi la dernière fois, on a besoin de ramener ce qu'on fait au court terme avec le long terme. Donc, on aura besoin, dans ces types de démarches, de ramener ces démarches-là, de les connecter avec la stratégie, donc d'avoir une vision long terme, notamment des dirigeants. Si on met ça en parallèle avec des dimensions culturelles, l'application des règles, celle que je viens d'évoquer, on aura besoin de gens qui aient de la discipline. On aura en tout cas besoin de discipline pour que ces démarches s'appliquent. Donc, on voit que par exemple sur la première que je viens d'évoquer, l'application des règles, on aura plutôt besoin d'une application stricte. Il y a d'autres dimensions culturelles qui existent que je n'ai pas partagées avec vous maintenant, mais par exemple, il y a une dimension culturelle qui est la façon de raisonner, d'apprendre, où on peut avoir une façon de raisonner et d'apprendre qui est plutôt le système français, qui est aussi le système russe, c'est d'apprendre plutôt par la théorie et d'aller de la théorie vers la pratique. Et puis, il y a des modes d'apprentissage qui sont plutôt de la pratique vers la théorie, qui est plutôt le modèle, pour en parler qu'un, de modèle éducatif américain. Dans le mode d'apprentissage qu'on a quand on fait du Lean ou de l'excellence opérationnelle, on est plutôt dans un mode d'apprentissage par la pratique. On aura besoin, et c'est aussi une autre dimension culturelle, d'avoir une approche collective, c'est-à-dire des gens qui trouvent leur énergie et qui trouvent, on va dire, leur envie de s'investir dans le collectif, versus des gens qui trouvent l'envie de s'investir dans la réussite individuelle. Là, pareil, il peut y avoir des positions culturelles différentes. On aura besoin de gens qui aient cette capacité et cette envie de travailler en team building. Et le dernier point, une dernière dimension culturelle qui résonne complètement, c'est la capacité de comment on se focalise dans le temps. Est-ce qu'on est plutôt sur du court terme et qu'on trouve son énergie dans le court terme versus le long terme, même si on a besoin dans l'intérêt des deux. Et là, on aura besoin de gens qui sont capables de se projeter, en tout cas qui sont capables d'avoir des lignes de temps qui sont long terme, court terme. Si on met maintenant, le Lean et l'excellence opérationnelle, on en a un petit peu parlé, mais ces étapes avaient été formalisées par les Japonais. Ils n'ont pas créé le Lean et l'OPEX, mais ils ont formalisé. On voit que c'est assez évident. En fait, au Japon, si on prend ce cas, on est sur les dimensions culturelles complètement alignées avec ça. Il y a une application des règles extrêmement strictes. On n'a pas placé le Japon, mais on était quasiment même au même niveau au-delà de la Suisse. Il y a un système éducatif qui est proche de celui des Américains, donc qui est plutôt empirique en premier, une approche extrêmement collective de la vie en entreprise et dans la société, et on fait dire une capacité, on va dire, à la fois dans l'apprentissage et dans le mode de fonctionnement des entreprises, qui est vision long terme, action court terme. Si on regarde maintenant d'autres pays, pareil, revenez, c'est toujours des tendances. On voit qu'il y a des plus et des moins suivant les colonnes. Donc, sans avoir le temps d'aller dans le détail, ce qui est intéressant de prendre en compte, c'est que partout, on peut faire du Lean et de l'excellence opérationnelle. Encore faut-il avoir conscience de là où il va falloir mettre un peu plus d'énergie et de force. Donc, la prise en compte des dimensions culturelles, pour revenir sur ces sujets-là, ça va être la capacité de se dire, OK, là, on est complètement aligné par rapport à l'approche. Là, on y est un peu moins. On est un peu moins aligné par rapport à l'approche. Donc, en fait, il va falloir mettre un peu plus d'énergie. Et je vois qu'il y a une petite erreur sur les USA sur mon graphique, puisque les USA il y a un plus, mais il n'y a pas un plus sur l'application des règles. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de se dire là où il va falloir mettre un peu plus d'énergie pour faire en sorte que ça marche. Donc il y a des vrais liens. Cette prise en compte de la dimension culturelle, ce n'est pas seulement pour les équipes proprement dit, mais c'est dans différents leviers que vous pouvez avoir d'action au quotidien. Comment vous devez renforcer ou utiliser des acquis ou des forces au travers des actions que vous entreprenez. Voilà le lien, Delphine, que je pouvais faire en attendant Oui, pour relayer et pour connecter, parce que j'avais eu pas mal de questions sur le Lean et l'excellence opérationnelle la dernière fois. super, merci beaucoup. Alors là, on a pas mal de questions du coup qui nous parviennent, donc je laisse la parole à Nathalie. Bonjour à tous. Oui, effectivement, plusieurs questions sont intervenues à l'instant. La première étant,
Est-ce que vous pensez qu'une mission courte de management de transition n'est pas contradictoire avec la construction d'une équipe, d'un esprit d'équipe, pardon? Alors, non, parce que en fait, en fait, on est dans la capacité d'adaptation hein, quand on est dans une mission de management de transition. Donc, pour moi, la capacité d'adaptation, ça va être la clé. Ça, je vous apprends rien sur le métier. Donc, alors peut-être que pour construire une équipe multiculturelle, on voit que c'est un peu, mais en tout cas, je pense que quand vous intervenez dans du management de transition, ce qu'il faut, c'est être adaptable rapidement. Et donc savoir comment adapter et utiliser les synergies rapidement. Donc pour moi, même si un manager de transition, qui va rester 1 an, va pas pouvoir travailler, en tout cas si le sujet c'est rarement le sujet de créer une équipe multiculturelle efficace, mais en tout cas, la capacité d'adaptation d'un manager de transition, elle va être clé, parce qu'on parle bien de ça, hein, on parle d'activer des différences, on parle bien des éléments, l'application des 3 R. Je pense que même sans parler de la dimension culturelle, c'est vraiment ce qui fait aussi, ce qui doit faire beaucoup de sens pour un manager de transition. Donc c'est pas tant sur le fait de construire une équipe multiculturelle, mais c'est vraiment sur la capacité du manager de transition, de comprendre, de comprendre les différences, de ne pas les juger, mais de savoir comment il va activer des synergies. Donc on est typiquement dedans pour moi. Autre question, on nous demande également quelles étapes sont à prendre en considération lorsqu'on reprend une équipe multiculturelle déjà existante. Bah, c'est de regarder comment ça s'est passé. C'est-à-dire que quand on est sur, si on revient un petit peu sur ce que j'avais évoqué ici, est-ce que le cadre, il est connu? Est-ce que l'équipe, elle a un objectif? C'est-à-dire pour moi, quand on prend une équipe comme ça, est-ce que le travail a été fait correctement? Est-ce que tout le monde a un cadre clair? Est-ce que chacun, les uns et les autres? Donc la première, vraiment, on va dire le conseil, c'est de se prendre un temps où on met l'équipe tous ensemble pour se rendre compte de est-ce qu'on est au clair sur qui fait quoi? Est-ce qu'on est en clair sur ce qu'on fait en commun? Sur les moments, sur ce qu'on peut activer chez les uns les autres? C'est de prendre un peu la conscience et le pouls de où on en est dans l'équipe. Est-ce qu'on est toujours en formation? Parce qu'il y a des équipes qui sont toujours en formation après 2 ans, ou alors qui sont, bloquées, dans l'étape de tension depuis 4 ans, hein. À partir du moment où vous avez compris où l'équipe est positionnée, bah là, en fait, vous allez réactiver ce qui manque. Est-ce que l'équipe est en formation et que bon, super, on continue et on évite, est-ce que l'équipe, en fait, vous reprenez une équipe qui fonctionne pas bien juste parce qu'on n'a pas activé, on n'a pas traité ces points-là et qu'en fait, les gens sont tous très bien individuellement, mais on a juste loupé l'épisode d'apprendre à les faire travailler ensemble. Il y a pas mal d'équipes, c'est typiquement vous pouvez mettre les meilleures personnes et ça, le foot, la musique, si vous mettez les meilleurs, mais que vous travaillez pas avec les meilleurs pour les faire travailler ensemble et c'est souvent le plus compliqué quand vous avez des égos assez forts, c'est d'arriver à faire en sorte que chacun se fasse confiance et puisse activer les différences de l'autre. Ça va être l'élément clé. Donc, en synthèse, comprendre où en est l'équipe. Est-ce on reprend une jeune équipe et qu'il faut juste, accélérer et travailler sur l'étape de formation et éviter que l'étape de confrontation qui est nécessaire se transforme en conflit? Ou est-ce qu'on reprend une équipe qui fonctionne pas bien? Ou est-ce qu'on reprend une équipe qui est déjà dans la partie normalisation et qui a juste besoin qu'on accélère le reste? Merci Karim. Autre question, comment gérer le management intermédiaire délocalisé qui peut avoir sa propre influence sur la construction de l'équipe au global? Alors moi j'ai eu la chance, c'est une vraie chance. J'ai commencé comme superviseur, donc chef d'équipe, premier niveau et j'ai eu la chance de grandir, et d'être dans des comités exécutifs depuis plusieurs dizaines d'années, enfin plus de 10 ans aujourd'hui. Mon analyse des équipes intermédiaires, c'est qu'elles sont des vrais révélateurs de l'efficacité, des managers qui sont dessus. C'est le vrai reflet de votre capacité à être efficace ou pas. Parce que les équipes intermédiaires, elles sont prises en sandwich entre un opérationnel qui est ce qu'il est, qui fonctionne et qui est en règle générale ce qu'on a permis qu'il fasse et des demandes, un mode de fonctionnement du top. Donc mon expérience et en tout cas des équipes intermédiaires, c'est que c'est pas tant il y a pas tant d'actions à faire sur les équipes intermédiaires, mais il y a beaucoup de choses à faire dans les équipes qui les dirigent. Les équipes intermédiaires, si elles voient que leur chef s'entendent pas, si elles voient que leur chef se tire dans les pattes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se tirer dans les pattes.
si les dirigeants n'ont pas une bonne appréciation, ne vont pas sur le terrain et ne comprennent pas, on va dire, où on en est dans l'entreprise et mettent des objectifs qui sont complètement délirants par rapport à ce que est capable de gérer le terrain, ils mettent leur manager intermédiaire en défaut complet et donc et les équipes intermédiaires vont dysfonctionner. Donc pour moi, et je l'ai vécu, je le vis encore aujourd'hui, les équipes intermédiaires, elles fonctionnent bien quand elles se comprennent bien, qu'elles vont sur le terrain, qu'elles comprennent bien ce qui se passe sur le terrain et qu'elles, du coup, elles sont capables de connecter la vision, la stratégie avec ça. Et elles fonctionnent bien quand le collectif, il fonctionne bien au-dessus des équipes intermédiaires et que du coup, ça donne envie aux équipes intermédiaires de travailler ensemble. Merci Karine. Question suivante. Pouvez-vous nous parler de la langue de communication? Souvent, on n'est pas les mêmes choses derrière les mots. On nous donne un exemple concret, par exemple, great pour un anglais n'a pas la même signification pour un allemand et un anglais, par exemple. Comment intégrer cette notion dans la constitution d'équipe? Alors, c'est exactement, c'est une des notions, moi, que j'aborde brièvement dans mon livre aussi. Et il y a des gens comme Erin Meyer, qui est une enseignante à l'INSEAD, qui donne que des exemples dans son livre qui sont comme ça. Il faut juste les connaître. Et alors, il y a un truc qui est très intéressant dans les équipes multiculturelles, c'est à partir du moment où vous connaissez ces petites subtilités. Moi, j'ai géré des Anglais, j'avais dans mes équipes dans le passé des Anglais, des Américains, des Thaïlandais, des Japonais, donc des gens complètement différents. De ne pas hésiter quand on a pointé, parce que très souvent, je me souviens de cet exemple-là avec l'anglais, où quand on a fait ces team building, ensemble, on a dit, ah ouais, on a rigolé, et il a dit, oui, c'est vrai, quand je dis interesting, et il y en a un autre, c'est interesting. Interesting pour un anglais, ça ne veut pas du tout dire intéressant. Quand un anglais vous dit, oh, it's interesting, ça veut dire, grosso modo, revois ta copie, c'est complètement nul ce que tu viens de faire. Sauf qu'un Français qui n'a pas les codes, il va dire, ah super, la personne, elle apprécie en fait ce que je viens de faire. À partir du moment où vous avez mis en évidence dans une équipe multiculturelle qu'il y a cette problématique linguistique, il y a un premier élément, moi, que j'avais fait avec mes équipes, c'est de dire, attendez, on parle un global English. Si on est dans une équipe multiculturelle, malheureusement, ce n'est pas le français qui domine aujourd'hui, donc c'est l'anglais. Donc il y a un truc très simple, et moi je l'ai fait notamment quand vous avez des Américains, c'est de dire, attendez, déjà, vous me parlez un anglais simple, et vous diminuez votre rapidité d'élocution en anglais pour que tout le monde comprenne. Ça s'appelle le Global English. Et en tant que leader, moi, j'ai régulé X fois, et au bout d'un moment, quand vous répétez plusieurs fois, les gens ils finissent par travailler ce Global English. Et ce que j'appelle un Global English, c'est justement d'éviter d'avoir des biais culturels. Donc, l'anglais qui était dans notre équipe, on lui a dit, écoute, précise-nous, parce qu'on n'a pas cette subtilité, et les subtilités de cette nature-là, où les Anglais et les Français qui utilisent des doubles sens, vous savez, ça, Oui. en fait, il faut être beaucoup plus. J'ai pas le temps de l'exprimer là, mais typiquement, quand vous faites du team building, et j'évoque des exemples dans mon livre, il faut être très explicite. C'est-à-dire que l'anglais, on lui a dit, nous, dis-nous, maintenant, on sait que tu as des mots de temps en temps, mais interesting, en fait, dis-nous, sois beaucoup plus explicite sur les mots et les problématiques que tu utilises, pour qu'on puisse avoir un langage. Et à partir du moment où on fait une animation dans l'équipe et on met ça sur la table, en fait, on en rigole. Parce que la première fois que vous parlez d'interesting, vous faites rire l'anglais qui dit, bah ouais, interesting, great. L'américain, pareil, qui vous dit great, que ça veut dire que c'est juste bien, mais que c'est. On arrive, on va dire, et ça, c'est aussi le rôle du leader, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on parle ce vrai global English. Le plus difficile, c'est pas forcément avec les anglo-saxons qui comprennent assez bien qu'il faut qu'ils fassent des efforts en anglais. Très souvent, on a un peu plus de mal avec des cultures. Alors, les Français qui ont tendance à faire ces jeux, à vouloir aimer faire ces doubles jeux avec des mots, c'est aussi compliqué de travailler avec des Japonais ou des cultures asiatiques qui ont beaucoup plus l'habitude qu'on apprenne à les décoder sans dire beaucoup de choses. Donc là, il va aussi falloir, pour ces cultures-là, apprendre à faire un peu plus d'efforts. Et puis, j'ai envie de dire, l'univers multiculturel, c'est aussi d'essayer de faire dans l'autre sens, d'essayer de comprendre comment les gens lisent différemment. En tout cas, un truc est simple, c'est avant de faire de l'humour, il faut avoir atteint l'étape de normalisation. L'humour dans une équipe multiculturelle, on évite avant que les gens commencent à se faire confiance et qu'ils se connaissent les uns les autres. Et ça aussi, ça peut générer des gros problèmes. Des humours qui sont mal perçus d'une équipe à l'autre. C'est un Américain qui va dire à un Français, de toute façon, ouais, vous, avec toutes vos vacances, ça c'est le truc le plus classique qu'on retrouve, ça ne fonctionne pas bien ça. Ou, alors ça, c'est pas de l'humour, mais c'est souvent, on va dire, apporté sur le type de l'humour.
Ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faut tuer assez vite. Et le rôle du leader, il est assez fort là-dessus. Le rôle du manager d'équipe, il est assez fort. Merci Karine. Autre question, quid des aspects religieux? C'est une très bonne question parce que ça fait partie de la multiculturalité et ça fait partie des choses qu'il faut savoir aborder quand on parle des différences, vous savez, quand on fait ces team building. Donc je pense qu'on faut l'aborder comme on aborde le reste. Les gens ont des croyances, ils ont des comportements. Il faut juste que quand on le met dans l'équipe, on le met avec dans ma culture. Très souvent, quand on fait des team building avec des équipes multiculturelles, on pousse les gens à dire, n'hésitez pas à dire, moi je fonctionne comme ça. Voilà. Et il faut que tu m'aides à te comprendre ou à fonctionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, un shintoïste, un hindou, un musulman, un chrétien, un catholique ou un protestant, il ne va pas imposer sa culture à l'autre, ou il ne va pas imposer ses croyances à l'autre, mais il doit être capable de parler de ses croyances et de ses différences. Et donc, du coup, le fait religieux ou la croyance religieuse, elle fait partie de ce qui différencie l'individu par rapport à un autre. Là où on fait de vrais, on va dire, gains, c'est d'en parler et d'en parler en respectant. On n'impose pas et il n'y a pas le bien et le mal d'une culture par rapport à une autre. Donc, c'est exactement sur le même niveau que ce que je viens de vous apporter. Ça fait partie des points qu'il faut aborder à un moment donné dans les croyances et surtout ce qui peut aussi, alors c'est pas tant des fois les différences culturelles. J'ai eu dans des équipes aussi des gens qui avaient une croyance religieuse forte. C'est-à-dire vous pouvez avoir des équipes où il n'y a pas tant que ça de différences de religion, mais vous avez et ça peut être influent. Vous avez des gens, par exemple, qui sont très croyants et il faut qu'ils le disent, mais il faut qu'aussi ceux qui le sont moins puissent trouver leur place et pas se sentir jugés parce que bah, ils sont pas croyants, ils ont divorcé. Voilà, il peut y avoir tout un tas de contextes qui fait que. Et ça peut être aussi, c'est pas tant des fois la différence de religion, parce qu'elle est souvent connue, mais ça peut être la différence entre l'impact de la religion et de la croyance sur la façon dont l'individu fonctionne et dont il va interagir avec les autres. Merci Karine. Autre question, les capacités d'écoute et d'adaptation sont deux atouts clés du manager d'une équipe multiculturelle. Ouais. Quelles autres compétences les managers doivent-ils développer dans ces situations? La curiosité. L'envie, je dirais qu'il y en a une qui est fondamentale, c'est si on travaille dans des équipes multiculturelles, il faut avoir envie et être curieux des autres, des cultures. Si vous n'avez pas cette envie, si vous n'êtes pas curieux des autres et vous n'avez surtout pas envie de faire d'efforts pour connaître les autres, il ne faut surtout pas aller dans des équipes multiculturelles. Parce qu'en fait, c'est des moments où on est différent. C'est des moments où il va falloir. En règle générale, c'est un peu plus exigeant pour les gens qui sont dans les équipes multiculturelles et pour les. Alors, c'est beaucoup plus exigeant pour les managers qui managent ce type d'équipe. Mais le degré d'exigence, c'est d'avoir envie que ça fonctionne et de faire des efforts pour que ça fonctionne et être curieux de faire en sorte que ça fonctionne. Si vous n'avez pas cette curiosité-là, faut passer votre chemin. Alors, question complémentaire à celle qui vient d'être posée, en décodage de communication multiculturelle, que pensez-vous de l'importance de prendre en compte le body language? Ah, c'est super, super important. C'est pour ça qu'il faut que les équipes multiculturelles se voient. Parce que le Teams, c'est bien, mais on a tous fait l'expérience que bah, c'est limité en body language. Hein. Déjà, vous cachez assez facilement vos yeux derrière une paire de lunettes, alors que les yeux, on lit quand même pas mal de choses. Le body language, ça va être fondamental. Et ça va être d'autant plus fondamental que vous êtes avec des cultures qui ne s'expriment pas beaucoup. Et pourquoi aussi c'est fondamental? Parce que c'est pas tant le fait de le percevoir et de le lire, mais c'est le fait de plus vous apprenez à voir quelqu'un, plus vous allez comprendre des différences. Parce qu'en fait, le body language, bon, on est tous plus ou moins doués, on a plus ou moins de capacité à comprendre ce body language-là, mais en règle générale, ce que les gens arrivent à faire assez bien, c'est d'arriver à voir des différences. Tiens, il a pas la même figure. C'est-à-dire que les gens qui sont moins doués en perception de body language, qui vont quand même capter, c'est qu'il y a un changement. Et donc, du coup, il faut prendre ce temps de se voir. Alors, quand vous êtes, moi, je gérais des équipes au travers le monde. Quand je vous dis de prendre le temps de se voir, c'est que, par exemple, au moins une fois par trimestre, on passait 1 à 2 jours ensemble.
Si vous gérez des équipes multiculturelles et que vous voyez qu'une à deux fois par an, ça va en règle générale pas être suffisant. Donc oui, fondamental. Merci Karine. Autre question, est-ce que les différences d'âge peuvent être considérées comme des différences de culture? Tout à fait, tout à fait. Alors, j'avais mis un slide en annexe, mais ça m'amène vraiment ce slide-là parce que j'ai un slide que j'avais mis, c'est voilà, on est dans les différences culturelles, on est typiquement là-dedans. Il y a ce que je vous ai évoqué, et puis il y a la religion, la spiritualité, le genre, la personnalité. Il y a des extravertis, des introvertis. Votre mode d'éducation, il joue énormément. Et votre origine sociale, elle joue aussi. Donc il y a des choses, quand on parle de culture, on parle de plein de dimensions qui interfèrent. Donc, toutes ces dimensions-là, elles sont des éléments culturels. Ouais. Et alors, comment concilier la période de team building avec les impératifs d'atteinte de résultats à court terme par rapport à une direction générale ou des actionnaires? Bon, en règle générale, je dirais que vous voyez, si vous vous dites on se voit une fois par trimestre, on va dire, c'est en général pas énorme. Il faut mieux se voir une fois par trimestre, 2-3 jours, c'est-à-dire que le temps où vous allez vous voir, ça doit être vraiment du temps où vous pouvez faire des trucs que vous ne faites pas par Teams. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire par Teams? C'est de la créativité. En règle générale, ouais, ça se passe moins bien par Teams. C'est parler de vos différences, c'est aller identifier, on va dire, reprendre la liste de vos projets, se dire, tiens, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. C'est d'ailleurs toutes les étapes qui vont nécessiter une confrontation d'idées et une confrontation de points de vue. Évitez de faire ça par Teams. Teams, on va dire, pour une équipe, la gestion et de l'animation, on va dire, de la vie d'une équipe, qu'est-ce qu'on fait en remote, en virtuel? On fait du suivi, on fait de l'update, on fait de l'information. Ça vit bien en virtuel. Ce qui se vit moins bien en virtuel, c'est des moments où on doit confronter des choses, où on doit partager des choses, des idées, et on doit se mettre d'accord. Ces moments-là, essayer de les privilégier. Donc, quand on est sur une équipe multiculturelle, et c'est justement, il y a plein de moments où on va être capable de faire du Teams et d'être délocalisé. Et le moment où on se voit, ça doit être des moments où justement, c'est pas la peine de se voir pour se faire des 2 jours d'information. C'est pas la peine de se voir pour, voilà, il faut se voir parce qu'on a des choses à faire ensemble. On nous demande aussi, alors enfin, on nous dit dans un premier temps, le mapping des dimensions culturelles est très intéressant, notamment la gestion du temps. Ne pensez-vous pas intéressant d'ajouter la dimension appréciation de la qualité, conformité? Alors là, on a peut-être un qualité conformité, on est peut-être sur des sujets un peu plus techniques. Moi, là, dans les dimensions que je vous avais mis là, il y en a d'autres suivant les experts, hein, mais ce sont des parce que l'appréciation de la qualité conformité, c'est des choses qui sont, si j'ai compris la question, qui sont liées à des éléments factuels ou tangibles et qu'on va pouvoir comparer. Là, on parle d'éléments qui sont un peu plus difficile à apprécier comme ça, parce que vous avez, par exemple, si j'en cite d'autres, la façon de raisonner, la façon de gérer le temps, la façon d'être plutôt, d'interagir professionnellement, d'être plutôt, centré sur les gens ou centré sur les tâches, explicite, implicite. Vous voyez, c'est des choses vous pouvez pas mettre 0, 1, un chiffre derrière. Donc c'est pour ça qu'en règle générale, ce qu'on mettra derrière des dimensions culturelles, c'est un peu plus, ce qui mérite qu'on partage et là où il y a une culture commune, parce qu'en fait, tous ces éléments-là, pourquoi on parle de dimension culturelle? Parce qu'il y a des modes de fonctionnement, des comportements qui sont associés à ça, qui sont propres. J'espère que Très j'ai bien, répondu à merci. cette question, en tout cas. Je pense, oui, en effet. Karine, je vais vous poser une dernière question puisque je pense qu'on arrive à l'issue de ce rendez-vous. Décrivez-vous d'autres différences culturelles dans votre livre? Oui, j'ai plein. Alors, dans le livre que j'ai fait, j'ai rien à gagner, hein, mais en tout cas, je l'ai fait en 2016. Je l'ai fait parce que j'ai écrit 3 et j'aime beaucoup partager mon expérience. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit des livres. Je partage plein d'expériences et de retours d'expérience de gens qui sont dans mon réseau, de plein de nationalités.
Donc, en fait, j'aborde le sujet de la religion. J'ai un ami qui intervient, qui est médiateur dans des universités, qui est un musulman, qui est intervenu beaucoup. Donc, dans mon livre, ce que j'ai voulu faire, c'est un livre d'expérience où je partage la mienne, celle de mon réseau, qui m'a aidé à le construire, et où j'associe des éléments scientifiques parce que la science et les experts nous apportent un recul qui me permet de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Donc, j'utilise quelques leviers et quelques experts pour aider à se dire ce qu'on vit, c'est normal et ça s'explique. Merci Karine. Juste pour répondre à l'ensemble de nos interlocuteurs qui nous suivent, oui, vous aurez la copie des slides, puisque c'est une question qui a été posée de manière récurrente. Je me permets d'y répondre en direct. Pas de souci. Voilà, merci beaucoup Karine. Merci Nathalie, merci Karine pour ton intervention comme d'habitude tout à fait passionnante. Donc si vous voulez voir le replay de cette intervention, je vous invite à nous suivre sur notre page LinkedIn Delvin Management sur laquelle nous annoncerons donc la sortie du replay. Donc merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous le 25 janvier pour notre 6e Delvin Academy. En attendant, je vous souhaite une très belle rentrée. Merci Merci à à tous. tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.